Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez Ziana TV. On arrive maintenant au troisième temps de cet entretien. Messieurs, dames, nous parlions de la diaspora congolaise, ses spécificités et surtout ses droits, ses devoirs, toutes ses manifestations et encore toutes ces revendications par rapport au pays d'origine. Le côté social, on sait qu'aujourd'hui la diaspora contribue énormément. On n'a peut-être pas des chiffres officiels, mais on sait quand même les westerns qui partent d'ici vers le pays, qui partent de Londres vers le pays, qui partent de Washington vers le pays et tous ces cas qu'il faut traiter parce que sur place, les gens ont des difficultés pour s'assurer eux-mêmes, que ce soit pour la santé, l'éducation ou autre chose. Il faut que la diaspora intervienne. Or, cette même diaspora est considérée comme frondeuse. Elle a une image qui est assez négative puisque, vous avez entendu des exemples ici, des gens qui ont été ici, qui sont là-bas aujourd'hui des affaires, ne donnent pas toujours le bon exemple par rapport à cette diaspora qui est conspuée par certains à Brazzaville. Donc, messieurs, alors, la diaspora fait tout ce qu'elle peut. Elle envoie de l'argent, elle a toujours une image négative. Comment les choses peuvent s'améliorer? On dit que la diaspora congolaise ne fait pas grand-chose, elle n'est pas entreprenante, elle ne construit pas des hôpitaux, elle ne construit pas des écoles, elle ne fait que du sur-place comparé à la célèbre diaspora malienne. Médel Baouna. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible. Il n'appartient pas à la diaspora de bâtir des écoles, des hôpitaux. Ça, c'est le rôle de l'État. J'aime bien cette phrase de Lénine, de Staline plutôt, que tous les enfants de la nation doivent être élevés par l'État. Il appartient à l'État de construire un système sanitaire fiable. Il appartient à l'État congolais, avec tous les milliards qu'il récolte, de bâtir des hôpitaux, des écoles, voilà, des maisons de retraite. Alors, mais quand on cite un exemple de la diaspora malienne... À chaque fois, il y a même une sécurité sociale. À chaque fois qu'on détruit au Congo, non, mais cette sécurité sociale n'existe plus, alors qu'il y a nos parents qui cotisent. Je connais des gens à Brazzaville qui ont 60 ans, qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc, si, pour les mandats que vous évoquez, cher Steve, je crois que cela ne participe que de l'instinct solidaire de l'Africain. Moi, je fais un mandat à mon père ou à ma mère ou à ma nièce parce que c'est mon devoir. Mais normalement, rien ne m'oblige. Et personne ne peut me faire le reproche de ne pas envoyer quoi que ce soit au pays. Parce qu'ils ont un pays. Moi, c'est ici. Moi, je vis à l'étranger. Ma vie est ici, puisque j'ai choisi ici. J'ai aussi des dépenses ici. J'ai aussi des obligations ici. Mais arrêtons de dire qu'il appartient, que la diaspora a le devoir d'aider ceux qui sont restés au pays. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez une famille ici, vous devez la secourir. Donc, ceux qui sont au pays doivent travailler et qui doit leur donner du travail, c'est l'État. Si l'État est faillible, alors de même, pour certains, la majorité, on fait partie de la diaspora, ils doivent en tirer les conséquences. Voilà, on tirer les conséquences, Guy Massamba. Je veux en profiter. C'est la faillite de l'État. On doit se poser la question, pourquoi on est à l'étranger? C'est que l'État a failli. Chacun vient à l'étranger pour multiples raisons, donc c'est pas toujours l'État qui a failli. Quand je parle de l'État a failli, non, laissez-moi, je veux continuer. L'État a failli ou quoi? Parce que chacun de nous, on est venu ici pour faire des études. Hein? Certains ne sont pas venus pour faire des études. Bon, je vais en parler. Certains ne sont pas venus pour faire des études, mais chacun est venu pour faire des études, la majorité. Pourquoi je parle de la faillite de l'État? Parce que l'État qui dépense de l'argent pour former ces enfants-là à l'étranger, il n'a plus les capacités de les donner du boulot. Donc, que fait ces enfants-là? Tu vois, non? Donc, il y a une faillite tout d'abord de l'État au niveau de la diaspora. Mais par contre, ce que lui vient dire, il y a une chaîne de solidarité qui est là. Moi, c'est la chaîne de solidarité. Parce que la contribution que nous, diaspora, en fait, c'est la faillite de l'État. Donc, nous, on joue le rôle de l'État. Nous, on joue le rôle de l'État. Donc, cet État qui dit que nous, on ne fait rien aussi. Tu vois? Mais nous, et pourtant, il a bien dit, mais nous, on joue le rôle de l'État. Donc, on doit se revendiquer ce rôle-là. Ce rôle qu'on joue. Si nous, on n'envoyait pas cet argent, est-ce que cet État-là devait encore vivre? Non. Ça devait être la catastrophe. Donc, quand on dit qu'on ne fait rien, moi, je dis que non, on fait plus. Donc, c'est à l'État de nous désengorger pour que nous qu'on puisse s'occuper de ce qu'on doit faire ici.
Alors, on compare souvent la diaspora congolaise à la diaspora malienne. Hein, c'est qu'elle, toujours cité en exemple, elle fait énormément de choses. Je pense que vous le savez mieux que nous, Sadio. Alors, est-ce que cela tient, cette comparaison, en fait, du fait que les Congolais c'est pas les ne mêmes fassent rien? schémas mentaux, c'est pas les mêmes schémas sociaux. Le Congo faisait partie des pays qui avaient jusqu'à 90% de personnes scolarisées. Exactement. Qui était 100% même. 100% même. Sous représentable. Même sous sa c'était pas un pays d'exil, hein. Non, pas du tout. C'est-à-dire, on ne voyait pas les cerveaux s'exiler. Au contraire, les gens étaient fiers de repartir, faire le retour au pays. Or, les pays de l'Afrique de l'Ouest, majoritairement, sont des pays de zones très arides, où l'environnement est très hostile à l'agriculture. Ils s'exilent pour... et jusqu'à présent, c'est en 2003 qu'on a pu recenser à peu près 50% de scolarisés au Mali à cause des néo-analphabètes, c'est-à-dire des adultes qu'on incite à aller à l'école. Donc c'est un pays, c'est-à-dire il y a sur les 12 millions de Maliens qui avaient jusqu'en 2003, 9 millions vivaient directement ou indirectement de l'agriculture. Les autres s'exilaient. La France a une des plus grandes, la plus grande colonie des Africains, c'est la diaspora malienne. Alors que nous, Congolais, nous ne sommes que moi, jusqu'en 84, on était 1 500 000. En 84, le Mali avoisinait déjà les 10 millions. Donc les gens s'exilaient pour le commerce, pour venir en aide au pays. Et c'est la société là-bas qui prend en charge l'individu. Donc jusqu'au billet d'avion, c'est-à-dire si je vous explique le mode d'exil, comment il se passe, on accompagne l'individu à la sortie du village, avec un minimum. Il va chez l'imam du village d'à côté jusqu'à arriver au Congo ou en France. Donc c'est une chaîne à qui on doit. Et donc on doit faire le retour. Maintenant, lorsqu'on arrive ici, il y a des caisses. Exactement. Partout où il y a la diaspora malienne ou sénégalaise, il y a des caisses. Par village, par corporation, ainsi de suite. Donc chaque mois, tout le monde cotise pour un besoin social bien donné. Ainsi, je vais même vous dire une anecdote. Hein. Ça se passait avant que la coopération décentralisée n'existe et avant que la France accompagne le Mali à gérer le flux, migratoire, le flux financier de la diaspora malienne. Il se passait que dans un village de 50 personnes, il y a le fils qui est en France. Il envoie de l'argent pour construire une mosquée. Le papa qui reçoit est tout fier. Oui, mon fils a envoyé de l'argent pour une mosquée. Le papa à côté appellera son fils pour dire « Qu'est-ce que tu fais là-bas depuis tant d'années? Envoie de l'argent, je veux une mosquée. » On se retrouvait avec 15 mosquées par rivalité. Hein? Alors, donc il y a eu maintenant une gestion où on s'est dit il manque un puits, il manque un téléphone satellitaire avant que les mobiles ne viennent, il manque un dispensaire, il manque un maternel, Donc ça a été canalisé de sorte que cet argent qui était destiné toujours à la communauté, servent à toute la communauté au lieu que ça soit une mosquée ou 15 ambulances, 15 mosquées ou 15 ambulances pour un village de 50 personnes. Voilà comment ça est. Donc, on n'est pas dans les mêmes schémas. Le Congolais est venu par lui-même. C'est tout récent, à partir des années 80, les gens avaient le vent en poupe. Ils se sont dit, bon, la France c'est la destination, Namona Potona Koufa, c'était un peu comme la Mecque pour les musulmans. Et ensuite... Et il y a un fait, pour vous compléter ça, il y a un fait sociologique, même s'il est décrié ce fait-là, c'est la SAC qui nous a poussé à venir massivement en France. Et ensuite, il y a eu des difficultés politiques et économiques, enfin, qui ont poussé les Congolais à venir. Mais à la base, le Congolais ne doit rien à sa communauté. Donc, il n'a pas l'obligation de retour. Exactement. Alors, donc, mais qu'est-ce qui explique il contribue à la stabilité au pays. Alors, Arsène Poitiers, qu'est-ce qui expliquerait cette idée plus ou moins négative du pays par rapport à la diaspora? Où on parlait tout à l'heure de ce fameux musicien qui dit que ben voilà, leur boulot, c'est juste insulter les autorités du pays et ils ne font pas grand-chose. Si je suis juste Dieu, c'est de bonne guerre. Si en fait, je veux dire, bon, bonne guerre, parce qu'en gros, quand on arrive quelque part, entre celui qui arrive et ceux qui sont restés, donc nous vivons dans ce qu'on appelle, on ne parlera pas de complexe, mais je dirais tout simplement que c'est une bonne guerre, où les uns envient l'autre, et puis nous aussi, où on arrive là-bas, on envie ceux qui sont sur place. Mais par contre, là où on peut revenir, c'est de dire aussi que ce qui justifie la fronde de la diaspora, c'est aussi d'être
de se substituer de remplacer l'État sur beaucoup de questions. Questions sanitaires. Il suffit qu'il y ait une personne malade, votre téléphone peut sonner même à 4 h du matin pour résoudre une question de 25 000 francs CFA. Donc, tout ça, ça arrive. Et puis, je crois que le vrai problème, je ne dirais pas que c'est un problème de complexe, mais je crois que je vais rester sur cette idée de dire que entre la diaspora et les autochtones, pour dire, je crois que c'est de bonnes guerres. Est-ce qu'on peut changer cette image, Bédel Baouna, malgré tout l'investissement, malgré les millions qui arrivent sur place, mais ça reste assez fort, notamment quand on voit au niveau des autorités. Les personnes qui véhiculent cette image, je crois qu'ont une arrière-pensée. C'est parce que ces personnes-là ne vivent que par et pour le pouvoir, à l'image du musicien dont vous parlez. Donc, il ne peut rien faire sans le pouvoir, donc il ne peut pas accepter que l'on critique le pouvoir. Or, qui au Congo critique le plus le pouvoir? C'est la diaspora. Parce que la diaspora a cette liberté de tout. Ce que nous faisons ici, aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire au Congo. Ça sera coupé, sans censure. Donc, les personnes qui véhiculent cette image négative qu'aurait la diaspora, je crois que ce sont ces mêmes personnes-là qui en fait, elles le font pour protéger leurs intérêts. Leurs propres intérêts, parce qu'ils savent qu'en disant ça, ils flattent. Il y a maintenant une mentalité au Congo, c'est la flatterie. On flatte l'instinct de Sassou. Voilà, monsieur le chef, voilà, c'est ça. Donc, oh, le diaspora. Tout. Donc, je crois que cette même chanson, cette image participe de cette stratégie-là. À savoir. Mais sinon, moi, je connais 4 personnes qui se battent, qui se surveillent, qui se regardent en chien de faïence, parce que ces 4 personnes, 2 femmes, 2 hommes, chacun veut à tout prix devenir ministre de la diaspora. Ministre de la diaspora, et non des Congolais de l'étranger. Avec rang de ministre, parce qu'actuellement, la dame qui occupe ce poste n'est que conseiller. N'est que conseillère. Mais je connais 4 personnes qui se regardent déjà, qui travaillent en coulisses, qui s'activent pour devenir, en mars, là, à l'issue des élections, parce que ça ne fait aucun mystère que ça soit gagné, pour devenir ministre de la diaspora. Donc c'est ça. Et en même temps, on nous dit que cette diaspora a une image négative ou mauvaise. Mais alors il y aurait une contradiction à vouloir en faire un fonds, à vouloir en faire un fonds, mais tout en la critiquant. Oui, mais à la décharge de ce musicien, il faut quand même noter, parce qu'il faut qu'on soit juste. Quand on écoute le single de Roga Roga, il y a quand même 2 chansons. Donc, il y a cette chanson. Il a fini par le citer finalement. On voit que c'est compliqué de ne pas le dire. Moi, je ne le connaissais pas. À sa décharge. Oui. Il faut aussi dire qu'il y a cette chanson qui tape sur la diaspora. Il y a aussi cette chanson, la lettre au président, qui est aussi très forte. Moi, je pense que c'est important aussi d'aller quand même voir. Mais est-ce que le président a réagi? Que le président a réagi. Et ça dépend au président de réagir. Oui, Nous, on a réagi. Est-ce qu'il s'adresse au même président? On ne sait pas. Voilà. Mais au moins. À quel président s'adresse-t-il? Oui, mais ce n'est pas les mêmes choses. Ici, attaquer à la diaspora, on lui a donné une réponse. Ça dépend maintenant du président de lui donner une réponse. Nous sommes en démocratie. Il faut le mettre en prison. Nous tapons sur Sassou. Il faut qu'on soit capable que les gens, ou bien encore les amis de Sassou, tapent sur nous. Si vous tapez sur Sassou, maintenant il appartient à chacun de réagir d'une manière ou d'une autre. Mais je sais très bien que quand on écoute la chanson, la lettre au président, quand on écoute la chanson sur la diaspora, on peut, à sa décharge, après moi je ne suis pas du pouvoir, mais à sa décharge, nous pensons que sur cette question-là, il faut quand même qu'on soit un peu indulgent et puis lui dire, il appartient, ben non, mais il appartient à c'est la liberté de création. C'est la liberté de création. Après, c'est un message qu'il a voulu lancer. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je retiens, je réitère, c'est les bonnes guerres. Moi, je crois que c'est les bonnes guerres. Voilà, donc on comprend que cette image restera tant que ça sera de bonne guerre. Il faut rester juste de bonne guerre, rester sur le bon, parce que la guerre en elle-même, c'est toujours quelque chose avec des conséquences assez fâcheuses. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cet entretien déjà. Pour bien comprendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette diaspora? Est-elle souvent que dans la récrimination, ou encore aujourd'hui elle a un rôle essentiel à jouer, ou bien est-elle en fait incomprise du côté de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Madjingu, ou encore de l'eau de la Caille là-bas? Bédel Baouna. Ouais, je crois que ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que la diaspora congolaise dispose d'énormes
potentialités économiques, d'énormes potentialités humaines. Mal exploité ou... Peut-être pas mal exploité, mais plutôt c'est le contexte local aussi qui essaie d'établir les barrières, les haies du doute. Et c'est ça, donc elle doute cette diaspora, elle n'a peut-être pas confiance en elle-même. Et par ailleurs, il y a un fait historique aussi qui vient démontrer que ceux qui sont venus de l'étranger allaient exercer des responsabilités, surtout politiques au Congo, ont failli, ont trahi, ont caricaturé. Donc, du coup, et c'est ça aussi qui contribue aussi à l'image, à la négativité de cette image, justement. Donc, je crois que c'est une diaspora, bien que disparate, fragmentée, qui dispose en tout cas, comme je le disais, d'énormes potentialités et dont il faut se servir d'ailleurs. Donc c'est aussi un appel aux autorités de pouvoir utiliser à bon escient. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est au pouvoir, mais le pouvoir, est-ce que le pouvoir est méfiant envers la diaspora désormais, et la diaspora aussi est méfiante envers le pouvoir? Donc il faut un troisième, voilà. Un troisième larron pour, comme disait Arsène tout à l'heure, Mais un troisième larron. attention, cher Cyr, Oui. nous sommes peut-être trop focalisés sur la diaspora congolaise d'Europe. Tout à Il y fait, a aussi parce la qu'on y est. diaspora en Afrique du Sud, il y a des Congolais, il y a aussi qui travaillent, qui réfléchissent, qui poursuivent des études. Et à Cuba aussi, bien que, voilà, aux États-Unis, donc voilà, au Bénin, au Togo, au Maroc aussi d'ailleurs. Il faut d'ailleurs les sensibiliser pour ceux qui prennent le bateau qui traverse la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Donc voilà, elle est énorme, cette diaspora, elle peut apporter quelque chose. Est-ce qu'on dirait qu'elle est abandonnée? La diaspora, si elle est abandonnée, Oui. mais c'est-à-dire, moi je ne suis jamais dans une posture de victimisation. Quand on m'abandonne, je m'accroche pour exister. C'est bien. J'émerge. C'est bien. J'ai pu voir un combattant militant, un jeune Congolais aux États-Unis, Roland Zaou pour ne pas le nommer, qui a eu son diplôme au mois de mai seulement, qui a commencé à travailler en juin, tout près là. Je l'ai vu quand j'étais au mois d'avril aux États-Unis. C'est là où je l'ai connu physiquement. On était amis sur Facebook. Mais qu'est-ce qu'il a organisé? Tous les Congolais, quelques Congolais des États-Unis, des États-Unis et du Canada, qui se sont cotisés, pendant qu'il y a un Congolais d'Olizy, je crois, ou de la Lukumu, qui avait été candidat au Yalis avec Barack Obama. Ils se sont organisés pendant son séjour à se cotiser et à doter une école de cahiers, une école du pays du cahier. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'entendent, ils se comprennent, ils se concertent, ainsi de suite. Mais la diaspora ici à Paris, c'est autre chose. Il y a un schéma qui fait que chacun veut être leader. Personne ne veut écouter l'initiative de l'autre. Quelqu'un a tout de suite cité le cas des anciens ministres qui veulent être les passages obligés de toutes les initiatives, alors que les jeunes arrivent avec d'autres ambitions qui ne sont pas que des ambitions politiques. C'est-à-dire, pouvoir jouer un rôle social nous est possible. Il suffit de s'organiser. Mais même quand on s'organise jusqu'à présent, ce qui se passe, c'est que Cyr, à un moment, va se dire, mais pourquoi c'est Sadio qui a dit? Quel intérêt est là? Est-ce qu'elle ne va pas aller nous balancer à Sassou? Cette suspicion, tant qu'elle sera là, on n'avancera pas. Et il faut d'abord casser cet esprit de suspicion, de leadership, d'ego, pour pouvoir enfin penser des choses sérieuses à la destination du pays. Arsène Poitier. Il s'agit de clarifier le message. La diaspora doit clarifier son message pour avancer. Voilà. Clarifier son message. Vous parlez du message tout à l'heure, vous allez terminer Guy Massamba, vous parlez du message, depuis ce début, vous parlez que de message, le message n'est pas clair. Arsène Poitier dit qu'il faut clarifier le message. Oui, il faut toujours clarifier dans le message. Quand on dit que qu'est-ce que la diaspora fait, moi je sais que si je prends les pourcentages, au moins 45% de l'économie congolaise, c'est grâce à la diaspora. Donc si le pouvoir dit que c'est une fonte, donc il se trompe. Donc c'est à eux. Parce que c'est 45% de l'économie congolaise. Moi j'ai été à Pointe-Noire, l'État a abandonné. Je vais vous donner un exemple très simple. Le Congo est producteur du pétrole. Les dérivés du pétrole, il y a le goudron. Ce sont les dérivés du pétrole. Mais quand tu vas à Pointe-Noire, il n'y a même pas de goudron. Tu vois? Oui. Donc il y a des choses que nous, quand tu construis à Pointe-Noire ta maison, qu'est-ce que tu fais? Donc tu prends la place de l'État. Tu fais des dalles.
Est-ce que c'est à nous de le faire? Donc c'est le pouvoir qui nous abandonne. Donc c'est pas à eux de nous dire non, on ne fait rien. On fait beaucoup, mais le pouvoir ne fait pas le reste. Voilà, en attendant que le pouvoir fasse le reste, nous on va faire notre travail. Arsène Poitier, on va commencer par vous. C'est maintenant l'instant culture de cette émission. Arsène Poitier, alors, qu'est-ce qui vous a marqué durant cette semaine, depuis que nous sommes séparés Alors, comme on est dans l'espace média, il y a une chose qui m'a marqué sur la gestion africaine de la liberté d'expression, notre déontologie. Pourquoi je le dis? J'ai suivi ces derniers temps sur les réseaux sociaux et en même temps les gestions, ce qu'on appelle les médias Internet. Comment est-ce que la communauté du Congo démocratique gère la mort de Marie Missamou, Missamou. où on va juste à la morgue prendre la photo du mort pour tout simplement publier sur les réseaux sociaux. Je me suis posé la question de la déontologie, c'est-à-dire de notre place à nous, de notre maturité face à la liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, les conflits que nous vivons, les difficultés que vive l'Afrique, ne révèlent pas aussi notre immaturité face à la liberté, juste la notion de la liberté? Voilà, Sadio, vous avez une actualité spécifique par rapport aux journées du 5 et 6 prochains. Alors, 5 et 6 prochains, c'est le 5 février, comme tout le monde le sait. La plupart d'entre nous étaient des enfants. Oui, nous étions des enfants quand Sassou a couronné les actions d'accession au pouvoir pour pouvoir nous dominer, nous écraser et tout. C'était la consécration. Ça fait 37 ans que ça dure. Oui. Alors, il y a Michel Michel Pandi, l'un de nous qui se trouve à Meaux, qui a pensé en faire la journée de l'indignation nationale, qui fera que le 5, on ne va pas faire de transfert d'argent au pays. On va résilier le bouquet de Bouygues, qui est l'un des maintiens de dictature au Congo, et qui contient le bouquet Télé Sassou. Non, c'est Télé Sassou. Télé Sassou, c'est la télévision de Sassou. Donc on va résilier. Et puis il y aura journée ville morte. Bon, moi déjà dans mon inbox, j'ai reçu plein de messages des jeunes qui disent gare à ceux qui iront travailler ou ouvriront leurs portes, parce qu'ils pourront, voilà. Je ne veux pas les soutenir, mais je dis déjà d'ores et déjà aux gens que ceux qui ouvriront leur commerce n'ont qu'à faire très attention aux réactions des jeunes, qui après, ensuite, on le sait, pourront se retrouver dans les sous-sols de la DST, mais que chacun fasse attention. Autre chose, c'est que il y a un de nos camarades aussi qui est à Nice, et Thierry Matunga, qui a proposé de faire une marche de toute la diaspora ici à Paris pour l'union nationale, l'union sacrée de la diaspora, pour que Sassou puisse encore nous voir sortir comme un seul homme, comme on l'a fait tantôt à Venezuela et tout ça. Et pour l'aspect culturel, je voudrais recommander 2 jeunes écrivains congolais. Il s'agit de Chris Malanda et de Kevin Monda, qui ont choisi de s'exprimer comme nous le faisons ici, par des romans ou par des pièces de théâtre. Et j'ai eu l'honneur de préfacer ces jeunes-là l'an dernier. Mais ils sont extraordinaires, et surtout pour Emmanuel Chris Malanda, lui, il a des problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire il n'a pas de promotion dans les différentes chaînes parce que c'est préfacé par Sadio Kanté. Il est victime de menaces et consorts. Donc, je vais dire à ce pouvoir d'arrêter, de laisser que nos jeunes puissent craft. Parce que cette fameuse liberté de création, voilà, ce dont on évoquait tout à l'heure. Quand on sait que le Congo a tenu une bonne place dans la littérature africaine, et qu'aujourd'hui, les jeunes qui veulent se prononcer là-dessus connaissent des oppressions, connaissent des menaces, on se dit, les temps ont changé et on a un homme au pouvoir négatif à notre tête qu'il faut aider à partir. Nous allons vraiment l'aider à partir. Voilà, nous, on ne va pas vous faire partir, puisque même si vous allez à Londres tout à l'heure, alors vous restez avec nous. Du côté de l'UPC, dites-nous déjà comment va pour les Makaya. Ça, comme c'est tout d'actualité, le contraste que j'ai vu entre la culture anglophone et francophone. Là où des gens ont pris en otage toute une zone parce qu'il y a eu des menaces quelque part. Donc les RRD, pour moi, ça c'est vraiment un contraste. Et c'est ce qui se passe chez nous aussi. C'est la même idée.
Voilà, juste pour dire aux gens qui nous suivent, c'est vrai qu'il y a déjà depuis 3 jours, en fait, le RERD en région parisienne a des gros problèmes parce qu'un technicien a fait l'objet d'agression, une agression assez violente, donc c'est ce qui a marqué notre Londonien qui a débarqué à Paris et se rendre compte qu'on peut prendre en otage toute une ville. Effectivement, c'est pour cela que ça nous prend en otage parce que c'est une mentalité. Ça se répète. Bon, voilà. Dans le cas politique, bon, mais écoute, à l'UPC, qu'est-ce qu'on dit, bon, c'est le pouvoir dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso, je l'ai toujours dit. C'est un papa, il nous a fait grandir. Il a combattu avec nos ans, tout un tas de machins, mais il ne change pas. Il est en train d'emprisonner les gens. Il y a même nos militants à Madingo qui sont menacés par le préfet de là-bas. Il y a actuellement le président Paulé Makaya. Il est arrêté pour des motifs que le pouvoir sait, détention d'armes illégales. Participation à une marche non autorisée, bon, qui ne se justifie même pas parce qu'il n'y a même pas une arrêté préfectorale. Et puis participation, incitation à l'incendie des édifices publics, qui ne se justifie même pas. Mais tout dernièrement, il y a 2 jours de cela, le procureur le fait appel, on lui demande seulement la question, est-ce que vous allez vous présenter? Donc à l'élection du 20 mars prochain. Oui. Est-ce que vous allez vous présenter? Est-ce que son arrestation c'est dû parce qu'il devait se présenter? Donc on se pose la question, là où veut ce pouvoir? C'est pour cela que nous on dit, bon, le pouvoir du pays, moi je parle du PCT, hein, surtout, je m'adresse souvent à celui qui disait que ça ne va jamais se présenter, comment je l'appelle, le secrétaire général du PCT, parce que c'est lui la machine, c'est lui qui détient le parti, donc c'est à lui de pouvoir dire à ses compatriotes, à ses autres de pouvoir, surtout au procureur, qu'il ne doit pas faire de la politique. Parce qu'il a nos vies, nos libertés, c'est le procureur de la République. Mais quand lui, il bafoue les libertés, mais on doit s'adresser à qui? Donc là, je veux rejoindre à Sadio, des manifestations, soit à une confrontation, mais non, nous, on ne veut pas ça. Donc c'est ça. Moi, c'est le dernier mot que je veux dire, vraiment. Le pouvoir doit changer ses méthodes, parce qu'il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Voilà. Quelqu'un à qui nous donnera la liberté, c'est M. Bédiel Baouna. Alors, nous avons inauguré cette année, surtout en ce moment, une nouvelle rubrique à la fin de cet entretien question d'actu, une rubrique culture avec Bédiel Baouna, qui est d'abord critique littéraire et éditorialiste, pour nous dire quelles ont été les lectures rapidement, qu'est-ce que vous avez à nous proposer pour notre culture personnelle et pour la culture de cette communauté qui nous regarde. Oui, cher Cyr, avant d'aborder les lectures que j'ai, mes lectures de cette semaine, je voudrais rassurer Sadio que si tu peux m'envoyer dès demain les 2 livres dont tu vas parler, je t'assure que dans 3-4 jours, tu me liras. J'écrirai où je veux, quand je veux. Ben voilà, une si porte les livres ouverte. sont bons, il n'y a pas de problème. Si ça a été préfacé par Sadio, c'est que c'est bon. Hein, on est d'accord, Sadio. Non, ils ont été très pertinents, hein, ça c'est clair. J'écrirai. Et si, alors, j'ai lu. Voilà. Il pousse juste ici, comme ça, il va juste être seul. Ouais. J'ai lu 3 livres ici, mais je n'en parlerai que 2. Alors, le premier, puisqu'on est dans la liberté, dans le mot liberté, il met plutôt dans la continuité des images sombres que véhicule la diaspora. Alors, on pourrait même transposer ces images sombres en Afrique. Vous savez, la fin du 19e siècle, début 20e siècle, c'était une littérature abondante sur l'Afrique. Voilà, l'Afrique c'est ceci, pas d'histoire. Même jusqu'en 2007 à Dakar, un certain chef de l'État, dont je parlerai un peu plus tard, qui avait prononcé cette fameuse phrase que l'Afrique n'est pas encore assez entrée dans l'histoire. Alors donc, il y a eu même le fameux discours de Victor Hugo à la mairie de Paris, c'était le 18 mai 1870, je crois, qui disait « Cette Afrique n'a que 2 aspects. Peuplée, c'est la barbarie. Déserte, c'est la sauvagerie. » Il y a une continuité. Joseph Conrad a écrit Au cœur des ténèbres dont l'histoire se passe en face, juste de chez nous, on est RDC. Il y a eu Lucien Lévy-Bruhl avec sa mentalité primitive et il a fallu un André Gide au retour de Brazzaville, et au Congo d'ailleurs de Mpissa, pour lui répondre en quelque sorte. Alors, donc cette année, ces images continuent jusqu'à présent pour expliquer qu'elles demeurent pauvres, exploitées. Et il y a eu un livre dont, disons, pour répondre, pour toujours continuer
à rebours de ces images, justement, pour torpiller, donner quelques éléments d'analyse et de réponse. Il y a eu un livre paru en juin, aux éditions, je crois, Présence en Afrique, du monde atlantique à la globalisation générale, de l'anthropologue Jean-Pierre Dozon. En tout cas, moi, je vous conseille de lire cet essai. C'est tellement construit, c'était tellement argumenté. Il montre que l'Afrique, comment l'Afrique a participé justement à la modernité occidentale depuis le XVe siècle, déjà par le commerce, déjà par la culture, puisque le jazz que nous savons entendre, le blues, la salsa, tout ça vient de chez nous, de l'Afrique. Donc moi, c'était un livre en tout cas que je vous conseille, un essai de lire, et je ne pouvais pas d'ailleurs finir sans parler de l'essai qui fait actuellement fureur ici à Paris, Oui. La France pour la vie. Donc il faut le lire, ce livre, de l'ami Nicolas Sarkozy. Alors, j'étais un peu surpris que Sarkozy, subitement, ait adopté ce ton. Paraît-il que ses conseillers, quelques amis lui ont dit de ne pas se laisser à cet exercice. Non, d'y aller, mais lui, il a refusé. Et donc, il a fallu lui décider, le pousser, le convaincre. Donc, du coup, Sarkozy s'est lâché. Un livre, La France pour la vie, paru aux éditions Plan, de 260 pages. Il y a une phrase que j'ai retenue, qui m'a fait en tout cas plaisir, une phrase immensément littéraire. Il dit « Je suis resté trop long, je ne suis pas resté assez président ». Vous voyez, c'est une phrase d'un rythme binaire. Et en narratologie, le rythme binaire a pour fonction la pauvreté de l'idée. Donc là, il avoue tout. Donc, ce qui m'a encore surpris, c'est le mea culpa, un Sarkozy, qui se répond. Or, on sait que depuis Montaigne, monsieur le philosophe, Paty, on sait depuis Montaigne, Spinoza et Nietzsche que le repentir est un mensonge à soi. Est-ce que suffit-il de se repentir pour reconquérir une âme perdue? Est-ce que c'est ça? Alors, c'est là où je l'ai comparé à Mondelengolo. Je sais combien je me fâche souvent avec Mondelengolo, qui ne cesse de se repentir. Voilà, nos enfants iront déféquer ici, ça. Non, oui, ok. Maintenant, comment peut-on atteindre la vérité s'il n'y a pas de jugement? Est-ce que la vérité est-elle possible si l'on ne juge pas? C'est ça, Sarkozy s'est livré à un autre exercice, aussi l'inventaire. Mais ça, c'est pas à lui de le faire. C'est aux autres de faire l'inventaire. Ouais, c'est pas à lui-même de faire l'inventaire. Et puis, il y a une ébauche, comme ça, de projet pour l'élection présidentielle. Et page 260, là, il montre en tout cas toute sa disponibilité. Donc, en tout cas, si vous voulez vous régaler, rigoler, si vous aimez en tout cas les livres, moi je vous conseille le livre de ça. Et à tous les mea culpa qu'il n'a pas fait non plus. Hein. Non plus. En tout cas, surtout sur l'exercice du mea culpa, je trouve que c'était un peu risqué, mais c'est culotté en même temps. C'est bien du Sarko. Mais c'est du Sarko. Mais cela dit, a-t-il changé? Mais il n'a pas fait de mea culpa pour avoir substitué de l'argent des sous à Mamie Bettencourt. Hein. La France, oui. Vous savez, on compare la France. Parce que la France, c'est comme une femme rancunière qu'on a trahi. Pour la reconquérir, alors il faut être vraiment costaud et extraterrestre. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cet instant littéraire qu'on va se séparer. Je voudrais bien remercier mes invités, notamment Guy Massamba qui a fait le déplacement de Londres pour être avec nous et partager ce moment diaspora et pour nous donner des nouvelles d'une manière plus officielle de Paulin Makaya qui est actuellement croupi dans les geôles de Brazzaville. Merci aussi à Sadio, puisque Sadio, c'est la deuxième fois que nous l'avions officiellement sur Ziana TV. Troisième fois. Non, mais quand vous avez débarqué déjà, on vous a eu quasiment au pied de l'avion. 30 minutes après, après être arrivé à Bamako, c'est Ziana TV qui m'interviewe. 4 jours après mon arrivée de Washington à Paris, c'est encore Ziana qui m'interviewe. Ben voilà, donc on est toujours là. C'est une histoire d'amour qui commence. C'est ça, quand on aime bien, surtout qu'on ne se sépare pas. Arsène Poitiers, encore merci pour la disponibilité. Je pense que on vous aura encore pour le prochain Bédel Baouna. Finalement, si vous nous habituez à ce genre de lecture, je pense qu'on vous attendra toujours et vous serez toujours les bienvenus. Peut-être que je vous parlerai des 2 romans dont vient de parler. Voilà, ce sera donc l'occasion. Très, très bons, ils sont très bons. Mais en toute liberté, hein, bien sûr, bien sûr. Oulala. Sans liberté, pas de vie. Voilà, sans liberté, pas de vie. Nous, on va prendre un peu de liberté pour continuer à vivre. Merci à Noko Kumunga Koso
pour les images, aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui accompagnent Diana TV du côté d'Aulnay-sous-Bois. Merci à vous, de plus en plus nombreux surtout. Vous qui suivez désormais Question d'actu, vous qui l'attendez chaque semaine, vous qui réagissez sur les réseaux sociaux, on les voit, les critiques, les remarques, les commentaires, on les lit. Merci pour cet apport à notre démocratie. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.